Derrière la philosophie, il y a une autre dame. Cette dame représente la troisième colonne du classement des connaissances. C'est la mémoire. Dans la mémoire, on trouve l'histoire. L'histoire est divisée en deux morceaux. Sur le dessin, ces deux morceaux sont dessinés sous elle. On voit aussi que la mémoire a sur la tête un diadème qui montre son importance sur le dessin. Elle aussi regarde la vérité. C'est peut-être une façon de dire que c'est important de connaître la vérité sur son passé, de savoir d'où on vient. L'idée de la mémoire avec Diderot et l'encyclopédie, c'est que les recherches qu'on a faites dans le passé, ça n'est pas servi à rien, et que les gens dans le futur puissent être meilleurs et plus heureux grâce aux connaissances qu'on leur a transmises et qu'ils amélioreront à leur tour. En dessous de la mémoire a été dessinée l'allégorie de l'histoire qui s'est passée il y a vraiment très longtemps. C'est ce qu'on appelle l'histoire ancienne. On la reconnaît car elle tient deux petites statues. Ces petites statues représentent une espèce d'animal avec un corps de lion et une tête de monsieur. C'est ce qu'on appelle un sphinx. Le sphinx était important dans l'histoire ancienne dans le pays où il y a les pyramides, l'Égypte. Mais le sphinx existait aussi dans les histoires que se racontaient les Grecs entre eux. Ces histoires qui n'étaient pas vraies comme les bandes dessinées s'appellent la mythologie. Et chez les Grecs, le sphinx était une fille, que on appelait sphinge. Chez les Grecs, la sphinge avait l'habitude de poser des questions très compliquées aux gens. Et on appelait ces questions très compliquées des énigmes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on parle de sphinx, les gens pensent à l'Égypte et aux énigmes. L'histoire ancienne regarde la vérité en pointant les sphinx vers elle. Peut-être que c'est pour que la vérité réponde aux énigmes que l'humanité se pose sur son passé. Surtout que pour regarder la vérité, l'histoire ancienne passe par les têtes de la mémoire, la philosophie et la théologie, avant de finalement arriver à la vérité. Ces trois allégories devant l'histoire ancienne sont les trois choses qui ont le plus d'effet sur la manière que l'on a de voir l'histoire. Quand on comprend ça et qu'on prend du recul, la lumière de la vérité peut éclairer le passé. On voit aussi que l'histoire ancienne est la seule à avoir les cheveux tressés. Peut-être qu'elle a été dessinée coiffée comme ça pour rappeler après l'Égypte et la Grèce encore un autre pays de l'histoire ancienne. Peut-être la Gaule, qui est le nom de la France de l'histoire ancienne, où les dames se coiffaient un peu comme ça. Sous l'histoire ancienne se trouve une dame. Cette femme, c'est l'allégorie de l'histoire moderne. C'est le nom de l'époque où se trouvaient les philosophes des Lumières. Elle est en train d'écrire dans un livre car l'histoire moderne était en train de s'écrire pour les gens qui vivaient à cette époque-là, comme elle s'écrit pour nous en ce moment même. Et on en est tous les acteurs, parce que l'on fait ou parce que l'on ne fait pas. Nous, on est dans l'époque qui s'appelle l'époque contemporaine. L'époque dans laquelle on est a commencé, pour faire simple, quand la philosophie des Lumières a poussé les gens à faire tomber le roi de France, pour mettre à la place une république. C'est ce moment de l'histoire qu'on appelle la Révolution française. L'histoire moderne n'est pas beaucoup dans la lumière de la vérité, peut-être parce qu'il faut du temps pour mieux voir et comprendre les choses qui se sont passées il n'y a pas très longtemps. On dit avoir du recul. La mémoire, l'histoire ancienne et l'histoire moderne s'appuient sur une autre allégorie. Pour une fois, cette allégorie n'est pas une dame, mais un monsieur. C'est un vieux monsieur avec une barbe, mais aussi des ailes. On dirait qu'il est tout plié par le poids des années, et qu'il tient quelque chose. Ce que le vieux monsieur tient s'appelle une faux. C'est un outil qui servait avant que l'on construise des machines à couper le blé du sol. Ce vieux monsieur avec des ailes et une faux représente le dieu grec du temps. Parce que chez les Grecs qui vivaient il y a très longtemps, il y avait plein de dieux différents pour plein de choses différentes. Et les dieux vivaient tous ensemble. Le dieu grec du temps que on voit dessiné s'appelait Chronos. La faux qu'il tient représentait le temps, parce qu'on s'en servait tous les ans au moment le plus important de l'année, quand on coupait le blé pour avoir à manger jusqu'à l'année suivante. C'est ce qu'on appelle la récolte. Et vu que la faux coupe les choses du sol, elle représente aussi la mort. En plus de la faux, Chronos tient des fois aussi un sablier, qui est un objet qui servait avant les téléphones et les montres à compter le temps qui passe. Le dessin veut dire que la mémoire, l'histoire ancienne et l'histoire moderne s'appuient donc sur le temps.
la mémoire, l'histoire ancienne, l'histoire moderne et le temps. Pour expliquer ce qui est dessiné simplement, l'histoire regarde la vérité qui l'éclaire. La lumière de la vérité permet de voir les choses différemment. Ça permet de se rapprocher de ce qui est vraiment arrivé dans le passé. Ça veut dire que quand on a un indice, on se demande d'où il vient, comment on l'a trouvé. Et si c'est quelque chose d'écrit, on se demande qui l'a écrit et pourquoi il l'a écrit. Est-ce que la personne qui a écrit ça avait des raisons de faire plus de compliments sur quelqu'un alors que c'était pas vrai? Bref, essayez de se rapprocher le plus possible de la vérité, en cherchant toujours plus de preuves et en réfléchissant. Par exemple, un empereur romain qui s'appelait Néron est connu pour avoir mis le feu à la ville de Rome en jouant de la harpe. Eh ben ça a été écrit bien plus tard par des gens qui avaient des intérêts à raconter ça. À force de recherche, on sait aujourd'hui que Néron était même pas à Rome quand le feu a démarré. Le livre qui raconte comment Jules César a envahi la Gaule, ça a été écrit par César lui-même. Donc il a pu se mettre plus en valeur dans ce qu'il raconte que dans la réalité. Pourquoi ? Pour que les gens qui faisaient de la politique à Rome le respectent plus et que les gens qui habitaient dans son pays l'adorent. Parce que ce que voulait Jules César, c'était être empereur. C'est pour ça qu'il faut réfléchir à pourquoi est-ce que les gens écrivent des choses. Qu'est-ce qu'ils cherchent ? Il y a aussi la cité extraordinaire de l'Atlantide. Les premières choses écrites dessus ont été écrites bien après sa disparition. Donc il faut penser que quand les gens se sont racontés l'histoire, ils ont pu changer plein de choses. Les recherches de preuves ont fini par emmener vers l'explosion d'un volcan qui dépassait de l'eau en Grèce, dans un endroit qui s'appelle Santorin. Ça marche aussi avec les animaux fantastiques. On a cru que les griffons avaient existé quand on a retrouvé des crânes, qui est le nom pour l'os de la tête. Eh bien, en cherchant plus loin, on a compris qu'en fait, c'était des têtes de dinosaures. C'était des dinosaures avec un nom compliqué, les Protocératops. Il y a aussi les licornes. Au Moyen-Âge, les gens croyaient qu'elles existaient, parce qu'on leur montrait des cornes étranges. En fait, ça venait d'un gros poisson qu'on appelle le narval. Ne pas dire que quelque chose est vrai tant qu'on n'en a pas la preuve, et pousser les gens à réfléchir par eux-mêmes, ça fait partie des choses les plus importantes de la pensée des Lumières. Douter avec raison et chercher des preuves, c'est la politesse que tu te dois à toi-même.